Moi, j'ai commencé avec la boucle qu'on charge. L'impression que je te parle d'un western. Non, pas du tout. Non, mais tu sais, les vieux pas. acteurs du western. Non. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec la petite boucle comme ça, et puis on change la boucle, il y a le truc qui tourne, et puis et puis maintenant, on est avec un ordi qui fait 12 mètres de long, des boutons dans tous les sens, un mec des écrans, et que je te coupe au milieu du mot, et que je... Évidemment, techniquement, il y a eu une énorme évolution. Petite différence. Après, au niveau acteur, on est toujours les mêmes et on joue toujours la même chose. Et on fait toujours la même chose. Difficile de trouver les mots lorsque l'on souhaite présenter Frédéric Thiermont. Une grande dame du doublage ? Assurément. Une reine des planches au théâtre ? Évidemment. De fort jolis rôles à la télévision et au cinéma ? Oui, aussi. La comédienne parle de rencontre lorsqu'elle évoque l'anglaise Emma Thompson, et on a effectivement grand-peine à imaginer le visage de l'une sans la voix de l'autre. Et puis, il y a aussi la plus douée de toutes les comédiennes de sa génération, et de plusieurs autres à la suite, l'américaine Meryl Streep. Toujours bouleversante et éblouissante de justesse. Un peu comme notre Frédé, comme l'appellent affectueusement ses proches. Je vais commencer par un truc. J'ai amené Voilà. Une petite fleur. une rose de mon jardin. Oh, mais c'est ravissant. C'est les roses de ton jardin ? Alors c'est pas mon verre, mais je l'ai mis dans le verre en attendant. Je sais pas si ça sent grand chose, mais Très joli. voilà, cadeau. C'est aimable. Hein. Je ne la porterai pas à la boutonnière, mais elle est très jolie. Bah écoute. Merci infiniment. Ben je t'en prie. C'est plaisir. On va peut-être l'enlever du cadre parce qu'il ne peut y avoir qu'une fleur à l'image. Ça que ça. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, quand nous avons travaillé ensemble et que tu es entré dans le studio, tu as lâché un « bonjour » à la cantonade qui avait les mêmes notes que celui que lâche Dana Barrett, incarnée par Sigourney Weaver, dans le tout premier SOS Fantôme, lorsqu'elle pénètre dans l'antre des casseurs de fantômes. Alors, j'ai non seulement eu un flashback, mais également eu un rappel d'émotion lié à ce que j'avais ressenti en posant mes yeux juvéniles sur ce film, qui est devenu par la suite, avec Les Goonies et Retour à le futur, les 3 œuvres qui ont le plus marqué mon attachement à la culture pop des années 80. Est-ce que c'est pas un peu dingue le pouvoir de la voix ? Ah ça, je vais pas dire le contraire. Je suis moi-même terriblement étonnée, toujours, et heureusement étonnée, de l'impact de la voix sur les auditeurs, sur les spectateurs, sur les gens qui sont sensibles au doublage, forcément, et même dans la vie, tout simplement, de cette intimité qui se crée entre celui qui écoute et celui qui parle. C'est très spécial. Je finis même par me demander si c'est pas encore plus puissant que le pouvoir de l'image. C'est pas impossible. Voilà. Après ces longues années de travail et d'expérience professionnelle dans pas mal de domaines, que ce soit le théâtre qui est la base de ma formation et les tournages et le doublage qui est arrivé en fait assez tard dans ma vie. J'ai commencé, j'avais 30 ans. Ah ouais. J'ai pas commencé tout de suite. J'ai beaucoup joué avant. Et je faisais pas du tout de doublage. Donc là maintenant, avec 50 ans de métier de théâtre et 40 ans de doublage, je peux considérer qu'effectivement ma voix a un impact. Avec humilité, je remercie les instances supérieures, ma mère, mon père, de m'avoir donné cette voix, qui, pour la petite anecdote, avait été, quand je suis née, mon grand-père, qui était chanteur lyrique, comme mes parents. Je suis issue d'une famille de chanteurs lyriques. Mon grand-père avait fait mon thème astral et il était inscrit sur ce thème astral. Sans mentir,
je vous le promets, voix en or. Oh! On peut faire haut. Et moi-même, ce terme, cette expression, à une époque de ma vie, m'avait fait réfléchir et me poser des questions sur mon orientation professionnelle. À une époque où justement les choses n'étaient pas très... Il y avait des moments moins faciles que d'autres. Je m'étais posé la question de savoir si je m'étais pas orientée dans la bonne direction, si j'aurais pas plutôt chanté que jouer la comédie. Ah oui, le chant, tu y as pensé? J'y avais pensé. Sauf que je m'y étais totalement refusée. Sûrement peut-être parce que mes parents chantaient. Et je m'étais dit peut-être que c'est pas ça que j'aurais dû faire. Alors ça a été vite soldé, au sens intellectuel du mot, c'est-à-dire soldé dans le sens de s'arrêter, parce que à l'époque je consultais une psychanalyste qui, quand je lui ai parlé de tout ça, m'a regardé en me disant avec un petit sourire en coin, « Mais, cher Frédéric, que faites-vous donc dans la vie? Et comment gagnez-vous votre argent ?» J'ai dit « D'accord. » Eh bien, ma voix, c'est une monnaie sonnante et trébuchante, effectivement, indépendamment d'être un outil de travail qui est effectivement une source de joie pour moi et pour les autres. Est-ce que ça te fait angoisser en te disant il faut absolument que j'en prenne soin? Est-ce que, parce qu'on a des moments où, dans l'hiver notamment, on attrape froid, on a... Oui, bien sûr. La voix reste effectivement un instrument auquel il faut faire attention. J'ai été à une période de ma vie fumeuse. Je me suis arrêtée il y a 5 ans, c'est pas si vieux que ça. Et je dois dire que même si ma voix ne s'était pas trop altérée avec la cigarette, maintenant que je me suis arrêtée de fumer, j'ai la voix de mon âge, puisque la voix quand même bouge aussi avec les années. Mais j'ai retrouvé beaucoup d'aigus, beaucoup de notes et de couleurs. De souplesse. Légère et de souffle, évidemment, que j'avais perdu. Ah, tu vois. Faut en prendre soin. Donc, conclusion, son instrument. Quand on s'arrête de fumer, c'est mieux. Voilà, petit message du ministère de la Santé. Non, c'est pas le ministère de la Santé, c'est un constat réel. Ouais. Tes parents étaient artistes, donc. Ta sœur, Marie, que les fans de Game of Thrones connaissent bien, est aussi comédienne. Oui. Crois-tu que le gène artistique se transmet? Oh oui. Ah oui? Souvent on s'étonne, on se dit, mais comment ça se fait que... Oui, je pense que, je ne sais pas si c'est un gène, je sais pas d'où ça vient, mais enfin, je pense que, de même que l'oreille interne et le ventre de la mère, avec tout ce qui se passe dans le ventre de la maman, les bruits, les sons, puisque malgré tout, on fait écouter de la musique, on fait, je dirais, durant la gestation. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Après, ça se concrétise ou pas. Mais je pense que Marie est ma demi-sœur. Nous avons le même papa. Nous avons une énorme différence d'âge, par ailleurs. Mais elle n'en reste pas moins ma sœur. Il n'y a pas de confusion entre les deux. Elle n'est pas ma fille. Et je pense que sa maman est chanteuse lyrique aussi. Et je pense que Marie a entre nous tous dans la famille, enfin c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que la famille n'est pas énorme, mais nonobstant, quand on est un peu réunis tous ensemble, il n'y en a quand même pas un seul qui ne fait pas ce métier. Ah, c'est marrant! Soit chanteur, soit danseur, soit musicien, soit comédien, metteur en scène. Vous avez tous été piqués par la mouche du spectacle. Je ne sais pas, mais les compagnons aussi, ou les compagnes, font ce métier.
il n'y a pas très longtemps, on s'est retrouvés comme ça à une table, on était 8. Et il en manquait 2 qui faisaient également le métier. Et d'un seul coup, j'ai réalisé, je me suis dit, mais c'est pas croyable. Que des intermittents. Il y en a pas un qui est avocat, docteur, fraiseur, je ne sais pas. Enfin, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est fou, ça. On est tous dans le métier. Donc, il doit y avoir un truc quand même. Tu joues Chers parents au théâtre de Paris avec Marie, donc. C'est la première fois que vous jouez ensemble au théâtre ? Oui. Oui, c'est la première fois qu'on est sur un plateau ensemble au théâtre. Quel effet ça fait ? C'est merveilleux dans l'idée et dans l'émotionnel. Après, elle joue la comédie et moi, je joue la comédie. Il n'y a pas de confusion, jamais ? Non, il n'y a pas de... Je pense qu'on joue 2 personnages et on est heureuses toutes les 2 d'être ensemble sur un plateau. Je pense que l'émotion est plus grande dans la salle quand c'est la famille qui nous regarde toutes les 2 que nous ensemble. On est heureuses, mais on joue quelque chose. Donc, il y a évidemment une complicité. J'espère. Évidemment qu'elle est là. Mais disons que c'est pas plus que la complicité. Voilà. Okay. On n'est pas dans un délire de se dire, mon Dieu, mais quel panard d'être toutes les 2 sur un plateau. On est contente, mais voilà, on est contente. Est-ce que tu as parfois eu des envies de te substituer au metteur en scène pour jouer les grandes sœurs ? Non, grand Dieu, non, pas du tout. Non, ça m'est jamais venu à l'idée. Ok. Donc relation de travail totalement normale. Oui. Après, elle peut me demander des choses, puis je vais lui répondre. Mais je veux dire, j'ai pas de... Non, on est dirigé par quelqu'un, l'une et l'autre, et voilà, elle écoute. Après, si elle est perturbée ou n'importe quoi, je peux... Lui apporter des conseils, bien sûr. Je peux lui dire quelque chose. Bon, maintenant, c'est une jeune femme brillante, intelligente et très très bonne comédienne, donc Absolument. Je ne vais pas non plus aller je sais pas, lui dire des choses qui peuvent la materner, non, il n'y a aucune raison. Comme Jean-Pierre Leroux, que j'ai reçu dans l'épisode 10, tu as été formé à l'école de la Rue Blanche, puis au conservatoire. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'ont apporté tes années d'études à ta gamme de comédienne ? C'est une chance extraordinaire d'avoir fait le centre et le conservatoire. C'est merveilleux. C'est un souvenir merveilleux. C'est la base de tout. C'est ce qu'on fait pendant 5 ans, puisqu'on est bac plus 5. J'ai découvert ça en remplissant des feuilles officielles, administratives. Un jour, on m'a demandé quelles étaient mes études. Ouais. Et j'ai dit que j'avais fait 2 ans de centre et 3 ans de conservatoire. Et on m'a dit, mais madame, vous êtes bac plus 5. Je suis pas dit, donc. Pas loin d'être d'un médecin. Hein. Ça pose quand même, ça pose, ça fonction, ça en jette. C'est essentiel. Ce qui se passe, le vase clos dans lequel on est est aussi une protection extraordinaire. Parce que pendant 3 ans, 2 ans, plus 3 ans, tout tourne autour de ton métier, tout est pour ton métier. Il n'y a pas un moment où tu te dis... Tu n'es pas en danger en plus. Tu es en confort. Et le métier est un métier difficile, notre métier. À quel niveau ? À tout point de vue, il est totalement insécure. Ouais. Parce que tu n'es jamais sûr d'être appelé. Matériellement, professionnellement, on est des intermittents. Ouais. Cette intermittence, elle est réelle. On n'est pas tous des stars et on ne monte pas tous sur des podiums et on n'est pas tous à gagner des millions. Il y a 4-5% de la population artistique qui est dans ce cas de figure. Les 95 autres sont des artisans, sont des comédiens à part entière qui font beaucoup de choses et qui essaient de gagner leur vie et de vivre de leur profession. Donc, quand on est dans ces années d'études, on est très protégé. On est là que pour apprendre, pour vivre des émotions, pour partager avec ses camarades plein de scènes, plein de pièces, plein d'auteurs, plein de théâtres, bouffer du texte à ne plus savoir qu'en faire. Est-ce que tu avais une idée de ce que tu allais faire après,
au sortir? Pas du tout. Enfin, comment ça? Pas du tout. Je voulais jouer, je voulais faire du théâtre. Sûr, mais une idée précise non, comme un plan de carrière, quelque part. Non, j'avais pas de plan de carrière. Je ne fais pas partie des gens qui avaient des plans de carrière. Des gens de ma génération et d'autres, bien sûr, ont ça. Je pense s'il y a une petite différence, elle n'est pas incompatible. Tu peux être comédien et carriériste. Mais disons que carriériste est un métier à part. C'est ce que je pense. Ok, tu m'éclaires? Je pense que ça s'entretient. Son image, son nom, sa popularité, son désir de faire des choses. Il faut savoir s'occuper de soi. Il faut savoir se vendre. Chose qui, alors, peut-être était liée... Chose qui, chez moi, était pas du tout présente quand... Est-ce que c'est pas le rôle de l'agent de faire ça? T'en délester? Mais mon chéri, t'as pas un agent tout de suite dans ta poche? Demande à tous l'une des premières choses que tu fais en sortant. Tous les gens qui font ce métier et qui débutent la difficulté qu'ils ont à trouver un agent. Ah ouais? C'est infernal. Parce que c'est quoi Mais parce qu'un agent ne te prend que si tu as déjà fait des choses. D'accord. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Quelqu'un qui ne connaît pas. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Si tu n'as rien fait, on ne prend pas. Alors comment tu fais? Eh ouais. Et si en face on te dit ah ben vous n'avez pas d'agent, mais alors je peux pas vous prendre parce que j'ai rien vu de vous, tu fais quoi? Pourquoi maintenant ils se filment, ils font plein de trucs? Pourquoi ils s'enregistrent quand ils chantent? Pourquoi? Évidemment que cet instrument qu'est le portable et maintenant et tous les réseaux et tout ce qu'ils font, ils sont leurs propres agents. Ce qui ne veut pas dire que l'agent ne viendra pas derrière. Mais l'agent, il cherche à faire travailler quand même ses poulains. Donc ses poulains, il a besoin du matos, quoi. Il a besoin de les voir dans des trucs pour pouvoir en parler. Ouais, je comprends. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Moi, je suis de l'ancienne génération, je suis de l'autre siècle. Et je ne le dis pas du tout avec tristesse, c'est un état de fait. Notre métier dans les années, quand moi j'avais 20 ans, en 70, je ne cache absolument pas mon âge, donc j'avais 20 ans en 1970. Quand je suis sortie du conservatoire, j'en avais 24, en 74. Je jouais déjà, je faisais déjà du théâtre. Donc, quand je suis sortie, il y avait des concours. Au concours du conservatoire, il y avait des agents qui venaient voir les élèves. Ah, ok. C'est comme ça qu'ils faisaient leur marché, entre guillemets. J'ai été prise par un agent. Ok. Dans ma vie, j'en ai eu beaucoup d'agents. Ah ouais? On a changé. Pourquoi tu changeais? Parce que ça marchait pas? Mais parce que tu as des gens aussi avec qui te trouvent pas obligatoirement du boulot, que des rencontres que d'un seul coup, d'un commun accord, tu te dis bah voilà, on n'a plus grand chose à se dire, ou on ne peut pas vous aider, ou tu te sens pas épaulé, puis tu as d'autres rencontres et tout ça. Là, depuis 20 ans, 27 ans, je suis toujours chez le même agent. Mais t'as trouvé la panacée? J'ai trouvé, en tout cas, la personne avec qui j'ai envie d'être. Voilà, que je respecte et qui me fait travailler, et qui estime mon boulot. Question que j'ai posée à Jean Barnet, mais j'aimerais avoir ton point de vue. Quel est le rôle du comédien? Le rôle du comédien, tu parles socialement? C'est globalement... C'est vaste comme question. Ouais, j'essaie de faire un peu de philosophie à la fois. Le rôle du comédien, mon Dieu. T'as le droit de botter en touche. Oui, c'est à la fois c'est très vaste, c'est pas, je veux dire, c'est pas assez précis pour moi pour répondre. Le rôle, quand on dit le rôle de quelque chose, c'est l'importance que ça a dans la société. Voilà, c'est en gros ce que je pensais. Bah, je pense qu'on a une assez grande importance. Je pense que médiatiquement, on représente quelque chose pour les gens, oui. C'est quoi quelque chose? Bah, je pense qu'on les fait un peu sortir de leur quotidien, de leur vie. On les fait en fonction de ce que tu fais, de ce que tu joues, rêver, réfléchir, passer dans d'autres univers. Oui, je pense qu'on a un rôle à jouer à ce niveau-là. Après, je me suis beaucoup... Il y a eu une époque où je faisais une grande différence, enfin pas une grande différence, mais je disais, j'aimais pas politiser notre fonction, j'aimais pas la rendre
je faisais 2 choses différentes. Je mettais les choses à part. Je pense que ça a beaucoup changé, ça. Je pense que actuellement, je vois au théâtre, il se montre des spectacles qui sont en rapport direct avec l'actualité. Je vois. Et je pense que c'est très important. Ah ok. T'as changé ton fusil d'épaule. Maintenant, tu penses que... Enfin, je pense qu'en tout cas, il y a certains spectacles qui ont une vraie résonance et une qualité magnifique peut-être encore plus importante encore qu'une chaîne info. Je pense qu'il y a des choses au théâtre qui peuvent être dites et jouées et montrées et qui peuvent changer des choses dans l'esprit des gens par rapport à des événements mondiaux et internationaux et la société d'une manière générale, oui, je pense. De par le fait que ça offre une autre perspective ? Je pense qu'il y a une manière de dire les choses pour tout. Et tu penses que les chaînes d'infos le font pas forcément comme il faut ? Je ne dis pas qu'ils le font pas comme il faut, ils font leur boulot. Mais je pense qu'au théâtre, il se passe aussi des choses qui sont très, très, très importantes et qui sont dites d'une autre manière et qui ont un impact aussi très fort sur les gens. Okay. Qui réveillent d'une autre façon. Ouais. Parce que c'est pas au même endroit, parce que c'est pas dans un journal, c'est pas dans une chaîne d'infos, c'est dit autrement, et d'un seul coup ça résonne autrement, et parfois ça résonne plus fort que si c'est écrit noir sur blanc, ou si c'est discuté avec véhémence à la télévision entre des partis, et voilà. Ouais, je vois. T'as joué dans un bon nombre de pièces de théâtre. Sais-tu combien ? Oh là là. 48 selon Wikipédia. Ah oui, c'est possible, je sais pas. Tu as également joué au cinéma dans une quinzaine de longs métrages, dont La maman de Cotillard dans Taxi 2 et 4. Ouais. Et à la télé dans un nombre incalculable de séries et téléfilms. Ah oui, ça j'en ai fait beaucoup, ouais. Quelle est ta technique d'approche quand tu abordes un rôle ? Un personnage en particulier ? Est-ce que tu aimes d'abord dialoguer longuement avec le metteur en scène, le réalisateur, pour avoir un aperçu de l'arc narratif complet que traverse ton personnage, ou tu préfères te focaliser sur l'immédiateté de la scène et ce qu'elle offre dans sa limite temporelle ? Et plus loin, j'aurais une autre question. Peut-on aborder un rôle sans connaître son aboutissement, justement ? Alors, il y a deux... Il y a le théâtre et puis il y a les tournages. Il y a 2 choses qui s'abordent différemment dans l'apprentissage, puisque au théâtre, tu es dans un temps réel défini entre 8h30 et 10h. On va dire une pièce dure 1h30 en moyenne. Elle peut durer 3 heures, elle peut durer 4 heures, elle peut durer 5 heures. Elle peut être un événement à la cartoucherie de Vincennes ou ailleurs, quand il s'agit de faire des spectacles de longue durée et ô combien performants. J'ai pas de jugement, c'est pas un jugement. Ouais. Mais en moyenne, c'est 1h30, 2 heures. Enfin, 2 heures, c'est déjà une pièce assez longue. 1h30, c'est la moyenne. On est entre 1h15 et 1h20. Quand tu tournes, alors un long métrage, évidemment, c'est 90 minutes, 1h30 de film. Ça se tourne en 2 mois. À peu près. Ouais, 2, 3, ouais. Voilà. Une série, ça se tourne en 21 jours, les épisodes. Qu'on voit à la télévision, les 52 minutes, ou voilà. Quand tu joues un rôle dans une série, si c'est un rôle important, ou en tout cas qui est ce qu'on appelle le rôle principal, chose que je n'ai pas eu à faire dans ma vie. J'ai toujours été guest. J'ai jamais été un rôle principal dans une série. Je n'ai été qu'une comédienne qu'on engage et qui joue 10 jours, 5 jours, 6 jours. Alors les gars, qu'est-ce que c'est que ce travail ? C'est ma vie, c'est comme ça, je ne leur en veux pas. Ça va très bien, ça me va très bien. Ça t'a pas manqué ? Non, je suis très bien comme ça. Tu n'aurais pas voulu être une enquêtrice à la Agatha Christie Pour l'instant, ça ne s'est jamais produit et ça ne se produira plus. Donc, j'ai pas de... Non.
ça serait si on engageait en rôle principal dans une série en France une femme qui a 70 ans. Non, c'est terminé. C'est Judi Dench. Non. Tu fais ça ailleurs, mais chez nous, sauf une grosse vedette. Sauf une grosse vedette, quelqu'un de très connu. Ouais, d'accord. Ah bah oui, mais le challenge, on va pas rentrer dans ce discours-là parce que c'est compliqué. Je veux dire, on reste, nous, quand même, dans un système où les portes sont ouvertes aux gens connus, très connus. Et les possibilités de jeu, on les accorde aux gens très connus. Ils sont quand même, malgré tout, les chaînes, les gens des décisionnaires, ils cherchent toujours des noms. Faut pas se raconter d'histoire. Ouais. Et je le dis encore une fois, promis juré, sans amertume. Je n'ai absolument pas de regard là-dessus. J'ai ni me dire c'est pas mon cas, tout ça. Tout va très bien. Tu dresses un état de fait. C'est un état de fait. Il suffit de regarder les distributions et de voir qui tourne. Hein. De toute façon, il y a eu des mouvements très importants de la part des femmes de 50 ans et de 60 ans, dont je ne fais plus partie, puisque je suis passée encore de l'autre côté. Moi, je suis dans les grands-mères. Les filles de 50-60 ne travaillent pas. Il n'y a pas de rôle. Donc, il y a ce qu'on appelle le trou des filles de 50-60 ans. Tu l'as vécu, personnellement ? Non, pas trop. Ça n'a pas été mon cas. Parce que je ne suis pas... Encore une fois, Mathieu, entendons-nous bien, je ne suis pas une vedette. Il faut vraiment faire la différence. En doublage, je suis quelqu'un d'important. Voilà. Je suis une valeur en doublage. Je suis, je pense, estimée et reconnue en tant que comédienne de théâtre parfaitement. Je pense que j'ai une existence réelle. Mais je ne suis pas ce qu'on appelle bankable. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et la différence, elle est là, à tous les niveaux. Ok. Donc, pour répondre à la question qui était comment t'abordes les rôles. T'abordes pas un rôle qui a 5 jours comme t'abordes un rôle qui en a 25. Il va sans dire. Ça va sans dire, monseigneur. Donc, c'est très simple. Quand tu n'es pas de toutes les scènes, tu lis le scénario dans la globalité, qui est quand même la moindre des choses. Tu ne lis pas que tes scènes, faut quand même pas exagérer. Tu sais quand même à quoi correspond ce personnage dans toute l'histoire. Tu le situes, et puis après, tu lis les scènes. Et puis après, tu as un metteur en scène en face de toi qui te dirige. Donc, tu fais ce qu'on te dit. Voilà. Après, quand on t'a choisi, c'est que tu as fait des essais. Je parle toujours de la télé ou du cinéma. Tu as fait des essais. Donc, tu es adoubé, entre guillemets, par les instances supérieures, c'est-à-dire les gros décisionnaires, et puis par tout ce qui passe, toutes les strates. Il y en a comme ça pas mal qui ont leur avis à donner. Puis quand ils ont enfin décidé que c'était toi, parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à se foutre sous la dent, ils te prennent. Alors, ils ne sont pas mécontents. Ce qui me concerne, je crois que je n'ai pas été trop décevante pour les gens. Et puis voilà. Puis ça s'arrête là. Puis tu joues le mieux possible la comédie. Et tu essaies d'être au plus près de ce qu'il y a à jouer dans la situation qui t'est donnée. Une histoire de Et c'est très agréable de tourner. Moi, j'adore tourner. J'adore ça. Ça m'amuse beaucoup. Je ne fais pas de différence au niveau jeu entre le théâtre et le... Ah oui. Si t'es mieux, le code de jeu, pour moi, est le même. Hein. D'accord. Ah oui. Les contraintes sont différentes, puisque t'as quand même une équipe technique autour de toi, et que quand ça va pas, on te dit stop et que tu t'arrêtes, ce qui n'est pas le cas au théâtre, parce que quand c'est ça au théâtre, c'est qu'il y a vraiment un énorme problème. Mais quand tu tournes, évidemment, t'as quand même des bouées de sauvetage un peu partout. Hein. Et puis, tu refais quand même beaucoup de fois, ou en tout cas un nombre de fois certains, pas obligatoirement parce que c'est toi qui t'es planté, mais la technique a aussi ses erreurs, l'image, le temps qui change, le nuage qui n'était pas là dans la prise précédente qui est arrivé entre-temps, la lumière qui a donc changé, les techniciens qui modifient la lumière, et toi qui t'arrêtes d'un seul coup dans ta concentration et qui dois faire
on va recommencer tout doucement, puis on va reprendre le truc. Donc, c'est pas du tout la même façon de travailler. Il faut de la patience, du calme, et puis garder l'énergie toute la journée, de façon à ce que entre 7 du mat, où on t'a mis devant une glace pour te maquiller, et que t'es réveillé depuis 5, jusqu'à 7 heures du soir, quand tu tournes toute la journée, ou 8 heures, quand c'est des journées, pas des mix, pas quand tu commences à midi et que tu termines à minuit, ou quand tu fais des nuits et que tu termines très tard, il y a quand même une demande d'énergie en permanence, sollicitée, pour être en forme quand même, quel que soit ce que tu joues. Des fois, on oublie que de temps en temps, au bout de... Quand les plans de travail ont eu des anicroches dans la journée et que tu as attendu avant de tourner pendant 4 heures d'arriver sur le plateau et que tu es maquillé depuis 7 du mat et que tu ne tournes qu'à 4 heures de l'après-midi et qu'entre-temps il y a eu le déjeuner, d'oublier que quand même, tu es un peu fatigué. Et que là... Tu veux dire que tu es un peu humain quelque part. Un peu humain et que là, il va falloir remettre la machine en route. Est-ce que tu as une méthode ou une technique pour rester dans le personnage pendant ces 4 heures? Tu restes pas dans le personnage, tu es sorti du personnage obligatoirement par la force des choses. Tu es au maquillage, tu discutes, tu bavardes, tu restes pas dans un coin en te disant « j'ai pas ça ma personnage ». Alors comment t'y reviens? T'y reviens. C'est surtout l'énergie que tu essaies de remonter. C'est pas le moment où tu vas jouer qui pose problème. C'est la concentration et le moment où tu vas te remettre en selle. Une fois que tu es là, mais c'est vrai qu'il y a une fatigue accumulée d'attente. L'attente, ça fatigue. Oui. Attendre fatigue. Mais c'est la même chose en doublage. Hein. Quand tu glandouilles, au bout d'un moment... ouais. Ce métier, Gabin disait, paraît-il, moi je dis pas, c'est l'histoire qui dit ça. Il disait, tourner c'est un bon fauteuil. Mais je pense qu'il n'a pas tort. Ouais. Parfois, faut être bien assis pour attendre. Pour ceux qui mettent les noms des gens sur la... Mais c'est un bon fauteuil, voilà, moi je vous dis, c'est un bon fauteuil. Au théâtre, c'est pas la même chose. Au théâtre, tu rentres en scène et t'es le maître de jeu pendant 1h30. C'est toi qui... Alors, un soir, ça peut être bien, le lendemain, ça sera différent, voilà. Mais personne t'arrête. T'es tout seul. Il n'y a que toi qui agis. Enfin, et tes partenaires. Tu joues. Tant qu'à faire. Et les fous rires... Pas trop. Le cas échéant. Le métier a techniquement bien évolué depuis tes débuts. Qu'est-ce qui, selon toi, s'est perdu? Qu'est-ce qui, au contraire, a gagné? Mais je pense qu'il n'y a rien qui a En doublage? Ah, en doublage Moi, j'ai commencé avec la boucle qu'on charge. L'impression que je te parle d'un western. Non, pas du tout. Non, mais les vieux acteurs du western. Non. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec la petite boucle comme ça, et puis on change la boucle, il y a le truc qui tourne, et puis et puis maintenant, on est avec un ordi qui fait 12 mètres de long, des boutons dans tous les sens, un mec des écrans, et que je te coupe au milieu du mot, et que je... Évidemment, techniquement, il y a eu une énorme évolution. Petite différence. Après, au niveau acteur, on est toujours les mêmes, et on joue toujours la même chose, et on fait toujours la même chose. C'est la technique qui a changé. Il n'y a rien dans les rapports aux autorités, aux instances supérieures, aux DA, aux clients, Ah ben c'est pas tellement nous qui, par rapport aux clients... alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si, il y a eu le Covid qui a fait qu'on peut plus rentrer sur les plateaux. Alors là, c'est de l'administratif, ça. Tu peux plus rentrer sur les plateaux comme on faisait avant. On rentrait, n'importe qui rentrait sur un plateau, comme dans un moulin. Hein. Bon, ça c'est fini. Après, je pense que au niveau DA, ils ont beaucoup plus d'obligations qu'ils n'en avaient avant. Il y a beaucoup plus de demandes au niveau major compagnie et exigences de la part des prods qui sont très directives. Et puis il y a cette demande aussi légitime
de faire jouer ce que tu vois, les personnages que tu vois à l'image, par des personnages qui sont susceptibles d'être les mêmes. Je parle bien des transgenres, de la couleur de peau, de tout ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé à une époque où toutes ces questions-là ne se posaient pas. Là, elles sont plus que posées, elles sont actées, à juste titre. Après, on tombe un peu, comme toujours, quand on veut faire des révolutions, dans des excès qui foutent, pardon d'être un peu vulgaire, la merde un peu de temps en temps. C'est ça le problème. Mais moi, je ne suis pas directeur de plateau. Je ne suis que comédienne. Donc, je ne suis pas confrontée à ce que j'entends dire et à ce qui est dit par certains directeurs de plateau qui savent mieux parler de ce qu'ils rencontrent comme difficulté à ce niveau-là. C'est-à-dire, on va parfois vers des grosses aberrations. Voilà. Il faut quand même garder bien en tête que, quels que soient les lieux où nous exerçons notre profession d'acteur, doublage, théâtre, cinéma, ça reste un métier qui s'apprend. Et que tu peux pas mettre n'importe qui derrière un micro, devant une caméra, s'il ne sait pas ce qu'il va faire, sous prétexte qu'il est exactement le personnage. Je vais laisser ça poser quelques secondes pour que ça imprime. Tu aurais fait Emma Thompson dans 41 films et 3 séries télé. Tu la connais donc pas mal. En tout cas, sa méthode. Que penses-tu de son jeu? Saurais-tu nous le décrire? Alors, je vais être... comment dire? Désagréable? Oh non. Extrêmement pas modeste à ce niveau-là. Génial. Je n'aime pas du tout les gens qui... Je veux dire, nous sommes tous remplaçables dans cette profession. Sauf que des rencontres, ça existe. Et des rencontres avec des acteurs et des personnalités à la structure mentale qui te ressemblent, ça existe. Emma Thompson est une magnifique actrice de théâtre et une magnifique actrice de cinéma, un auteur, une réalisatrice, une humaine absolument magnifique comme Meryl Streep. Elle a quelque chose qui me correspond totalement. Je suis bien d'accord. Alors, je ne dirais pas que je serais capable de faire tout ce qu'elle a tourné. Mais quand je la double, je n'ai, pardon de dire ça, pas beaucoup de problèmes. C'est génial. C'est super. Non, mais je comprends totalement. Voilà. Vous vous correspondez. J'ai parfois même la sensation, et ça m'est arrivé de temps en temps, une fois que j'ai complètement assimilé le texte ou ce qui va être dit après, de ne plus avoir à simplement regarder ses yeux et à faire sans réfléchir. Je le fais d'instinct. Et je vois que d'instinct, on fait la même chose, quoi. Alors, ça, c'est pas tout le temps, hein, je veux dire que c'est comme ça. Mais c'est vraiment une énorme rencontre, elle. C'est vraiment une rencontre de femmes. Ouais, un lien profond, un lien intime. Super, super. Ouais. Tu sais à qui tu la dois? Qui t'a casté dessus le premier? La première? C'était Monsieur Barclay. Ok. Pas Eddie, hein, celui qui faisait des disques. Ah, non, pas Eddie Barclay. Jacques Barclay. Ouais. À Libra Film. D'accord. C'était en l'an de grâce. En l'an de grâce 1980. Peut-être un peu après, 81, 82. Et il m'a fait faire le premier James Ivory avec elle. C'était Retour
à Howard's End. Non, erreur. C'était pas Retour à Howard's End. C'était Emma Thompson a vécu avec Kenneth Branagh. Ok. Tu m'apprends des choses, c'est Voici un peu ici. Non, mais non, c'est vrai. Bah, ils s'en sont pas cachés. Ils étaient à la Royal Shakespeare Company. Hein. Enfin, bon. Je dis pas qu'ils s'en cachent, mais moi je le savais pas. Ils ont été ensemble pendant longtemps. Ok. Et il y a eu un film absolument magnifique. Alors j'espère. C'est Dead Again. Ok. Avec Kenneth Branagh et elle. Et ça, je crois que c'est le premier film que j'ai fait avec elle. Après, j'en ai fait beaucoup aussi. Alors, dans l'ordre, il faudrait voir les dates parce que là, j'ai un trou. Je ne sais plus si c'est Jacques ou si c'est... Parce que, en fait, celui qui m'a fait débuter en doublage et qui a fait que je ne suis pas passée sous les fourches caudines que beaucoup de gens qui ne font pas encore du doublage sont obligés de faire. J'ai pas été obligée d'aller dans les studios, de faire des essais, de faire tout ce qui est plus d'actualité. J'ai eu un pass Navigo. Ouais. J'ai eu le pass Navigo assez rapidement. C'est Gérard Cohen à Marcadet. C'est Monsieur Cohen. Je dois beaucoup à Gérard. D'accord. Qui a été me chercher pour un enregistrement de film. En 1980, je faisais une comédie musicale à la Porte Saint-Martin qui s'appelait La Fugue, avec Elisabeth Margoni, Ariel Dombal, mise en scène de Jean-Claude Brialy et chorégraphie de Matt Mattox, et sur une musique d'Alexis Weissenberg, dans laquelle je dansais, je chantais, j'avais donc 30 ans, et je faisais un ballet où je me rhabillais, parce que j'ai fait de la danse, bon, c'est une parenthèse. Et c'était ma passion. Et classique ? C'est ça que je voulais faire. Non, du jazz. J'ai fait du classique et du jazz. Mais c'est ça que je voulais faire au départ. Mais bon, c'est pas ça que j'ai fait. Alors, on oublie ça. Et, mais j'ai continué à danser pendant 40 ans. Et donc, j'ai fait cette comédie musicale dans les années 80. Et dedans, il y avait un ballet où je dansais seule et je faisais ce qu'on appelle un striptease à l'envers. C'est-à-dire que j'étais en tenue, en bottines, en barésie, en corset, avec une voilette, habillée en costume 1900. Et je me rhabillais. Et en voyant ce spectacle, Monsieur Cohen, qui avait vu ce spectacle, m'a appelé 1 an plus tard en me demandant si j'avais fait du doublage, en me proposant de venir faire un essai. Et j'étais très étonnée. Il m'a dit, vous en avez déjà fait ? Je dis non. Et il me dit, alors voilà, je pense que vous avez la même voix que la comédienne sur laquelle je pense que vous devriez essayer de faire un essai. Donc je me suis rendue rue Marcadet, qui étaient les studios d'enregistrement de Gérard Cohen, où beaucoup de nos grands acteurs ont travaillé, et de théâtre et de doublage. Et le personnage était effectivement une dame habillée dans la tenue que j'avais. L'affiche était celle-là, d'ailleurs. Et c'était Anna Schygulla dans Le mariage de Maria Braun de Fassbinder. Ok. Donc, je suis venue faire les essais pour ce personnage. Ouais. Et puis, voilà. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé, puisque il avait raison. J'avais effectivement à peu près la même voix qu'elle. J'essaie en même temps de retrouver ton... L'affiche de Maria Braun. Ouais, enfin, tout ça. Bon, écoute. Enfin, voilà. Donc, après, tout ça, c'est vrai que Emma Thompson, c'est aussi... Mais Schygulla, je l'ai doublé très souvent. Hein. Après Maria Braun. Mais c'est ça qui a permis que je fasse du doublage dans des conditions extra... Vagantes. Voilà. Je veux dire, à partir du moment où j'ai fait ce film, ça va vite. Hein, sur le plateau, t'as des gens qui parlent, t'as des directeurs de plateau, t'as des comédiens. Si t'as bien fait ton boulot, tout de suite on dit « Ah, il y en a une petite qui vient de débuter, elle est vachement bien, faut la prendre. » Voilà. La petite qui avait débuté dans Anna Schygulla a fait des petits. Après. Ouais, la petite qui est devenue... La petite est devenue une Meryl comédienne. Streep notamment, dans 29 films. Voilà. Meryl Streep, c'est la comédienne la plus décorée et adulée des États-Unis, peut-être même du monde entier. Oui. Qui est-ce pour toi ? Quel regard portes-tu sur elle ? Je ne vais pas pleurer comme Binoche
à Cannes. Je pense que c'est une femme exceptionnelle, oui. Après, je veux revenir sur les films de Meryl Streep. Elle n'a pas été doublée par moi tout le temps. Non, j'ai bien plusieurs dit. 29 films, elle en a fait plus que ça, bien sûr. Voilà. Et t'as fait Sur la route de Madison. Attends, pour moi, c'est quand même celui qui compte le plus. J'ai eu beaucoup de chance. Et la vie a fait que là, depuis un certain temps, c'est vrai que c'est moi qui la double depuis plusieurs années. Et sur des films sublimes et très différents. C'est une vraie, mais c'est un peu comme Emma Thompson, c'est des vraies actrices, c'est-à-dire elles se transforment. Elles sont multiples. C'est-à-dire, elle le dit d'ailleurs, elle dit qu'il faut beaucoup d'empathie pour faire ce métier. Il faut beaucoup d'amour, oui, il faut beaucoup d'amour pour les gens avec qui on travaille, pour les personnages qu'on fait. Il faut être en harmonie avec ce qu'on te donne, avec les cadeaux qu'on te fait, avec les rôles qu'on te donne. Et tous les personnages qu'elle joue, les compositions qu'elle peut faire, tu sens que c'est quelqu'un qui s'amuse à faire les choses. Oui. Elle a un profond plaisir à jouer. Mais est-ce que ça te fait pas refuser des rôles antipathiques ou justement s'il te faut une connexion? Non, pourquoi je pense que les méchants, par exemple, demandent beaucoup d'amour pour les jouer. Ah ouais. Faut aimer jouer les méchants. Faut aimer jouer les méchants ou faut aimer les méchants? Faut aimer jouer les méchants. Faut pas avoir peur de jouer les méchants. Pourquoi on aurait peur de jouer les méchants? Parce qu'il y a des gens qui veulent pas avoir l'air d'ordure. Ils ont peur que ça te déteigne. Mais pourtant, regarde au cinéma, les rôles d'ordure. C'est les meilleurs souvent. Il y en a des putains d'acteurs qui jouent des ordures. Ouais. Mais t'as des gens qui refusent, hein, de jouer des violeurs, de jouer des pervers, de jouer des images terribles, qui veulent pas. Par exemple, pour ne pas nommer tout ce qui se passe en ce moment, mais entre les viols, entre les incestes, entre tout ça, t'as des acteurs qui, s'il y a un père qui est incestueux à l'égard d'enfants, il y a des gens qui vont dire « Ah non, je veux pas jouer ça. Je saurais pas, je pourrais pas. » Faut passer par il y a des rôles par lesquels il faut vraiment... tu vois, il faut... Quand je dis aimer, c'est-à-dire c'est pas vraiment... Je sais pas si c'est aimer le terme. C'est-à-dire qu'il faut accepter de montrer des parts de toi qui ne sont pas belles, qui sont monstrueuses, qui sont même odieuses. Est-ce que ça fait pas partie du métier? Mais bien sûr. Bien sûr. Ça t'est déjà arrivé de jouer des autoritaires et des méchantes? À la télé, je ne fais que des mères qui pleurent ou qui ont tué pour sauver leur enfant, ou alors des femmes épouvantablement autoritaires. Très autoritaires, très dures. Très dures. Très souvent, on me fait jouer des personnages comme ça. Parce que j'ai un physique... j'ai les joues creuses, je suis blonde, j'ai un regard intense, parce que j'ai les yeux bleus, mais je suis très... voilà, alors, quand je dis intense, façon de parler, c'est-à-dire j'ai un regard, qui est là, qui est très présent, et que j'ai une voix, surtout. Et que cette voix est très peur. Mais je suis capable d'être très tendre. J'espère. Mais oui. Tu vas commencer à nous faire peur. Mais oui. Bien sûr. Mais tu sais, on catalogue les gens, hein, ils ont besoin, ils sont paumés autrement. C'est pour ça que c'est merveilleux qu'une femme... Enfin, que c'est rassurant pour toi de l'autre côté de te dire que quand tu vois une Meryl Streep jouer dans tout ce qu'elle fait, il n'y a pas de barrière. Voilà, c'est sublime de réussir à faire son métier en ayant la possibilité, parce que tu es cette immense actrice qu'elle est, et que, au contraire, ça incite les gens à la faire jouer plein de choses différentes et de l'utiliser à partir du moment où elle dit oui, évidemment, quand elle le veut, j'imagine. Mais faire jouer plein de trucs, parce que notre boulot, c'est quoi? C'est ça. C'est jouer plein de choses différentes. Moi, ce que je déplore, c'est que... On te catalogue, on t'étiquette. C'est que chez nous, malheureusement, il
Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tronche. Quand tu dis chez nous, c'est en France? En particulier, oui, quand même. Plus qu'ailleurs? C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. T'as dû te battre avec ça? Mais non, pas moi. Je veux pas parler de moi. Parlons pas de moi. C'est moi qui parle. Mais je veux dire, c'est moi qui parle parce que je pense que y a pas que moi qui pense ça. C'est terrible, quoi. Ils voient un truc, ils pensent pas que tu peux faire autre chose, tu vois. C'est compliqué, quoi. Quand j'ai jeté un œil à ta voxographie, j'ai quand même vu double. On t'a donné à doubler Suzanne Sarandon, Glenn Close, Mia Farrow, Jane Fonda, Hélène Mirren, Isabella Rossellini, Raquel Welch. T'as même fait Julianne Moore. J'en passe et non des moindres. Comment pourrait-on l'interpréter? Plus le défi est grand, plus ça te plaît? Mais c'est pas moi. Ça vient pas de moi. C'est pas moi qui ai décidé de... C'est pas moi qui ai dit je vais faire Julianne Moore, je vais faire machin. J'entends bien. C'est le DA qui te sélectionne. C'est le DA qui... Mais voilà. Tu dis oui. Je dis oui parce que... Alors, il y a eu des cas où il y a eu des choix qui ont été faits au-dessus entre... À l'époque, parce que les comédiennes que tu cites, je ne les double ponctuellement. Bien sûr. Je les ai doublées ponctuellement. Ouais. Celles qui sont permanentes maintenant, c'est Meryl Streep et Emma Thompson qui effectivement demeurent depuis plusieurs années un capital. Un petit capital personnel. Tout à fait. Après, les autres comédiennes que tu cites, elles ont effectivement mon âge. Ça joue aussi beaucoup. C'est-à-dire que c'est des femmes qui sont quand même au-dessus de 70 ans. Voilà. En sachant que tu peux pas les réduire à ça, quand même. Non, mais ça joue. Ça joue. Évidemment. Celle qui est plus jeune que moi, c'est Emma Thompson, puisqu'elle a en fait 9 ans, je crois, de moins que moi. D'accord. On a une petite dizaine d'années. Mais bon, ça n'a jusqu'à présent pas du tout pénalisé ma présence. Enfin, c'est toujours moi qui la double. Et parce que la voix est la même. Donc voilà, donc ça n'est pas un problème. Après, tu as des voix qui vieillissent, effectivement, dans le doublage. On a les hommes comme les femmes, on a la voix qui s'altère ou qui vieillit et tout ça. Alors après, il y a eu des voix qui se sont... pardon de dire ça, mais qui se sont un peu abîmées et qui font que n'ayant pas, moi, encore la voix trop abîmée, entre guillemets, on me demande pour le faire. Mais il y en a d'autres sur ces voix-là. Il n'y a pas que moi. Tu vois, ça valait le coup d'arrêter de fumer. Ça valait le coup d'arrêter de fumer. Oui. Mais c'est pas que pour ça. Je pense que c'est valable aussi pour d'autres comédiennes. Donc t'as pas un rapport c'est pas sadomaso avec la difficulté des rôles Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est pas plus riche de faire des rôles compliqués? Est-ce que c'est pas plus nourrissant, en fait, ma vraie question? De faire des rôles compliqués, quoi, psychologiquement? Ouais. Torturés, compliqués, où il y a des scènes difficiles à jouer, où il faut mouiller le maillot. Techniquement, il y a des trucs qui sont... Oui, parfois, il y a des trucs qui sont performants à faire, ouais. Qui sont plus durs que d'autres, bien sûr. Et c'est pas mieux? Ou émotionnellement. Mieux, je sais pas. Non. Ça fait partie de la technique du métier, ça fait partie du boulot. Tu fais aucune différence avec une narration un peu plate où il n'y a pas grand-chose à jouer ou... Non. Ok. Je sais pas. Qu'est-ce que tu appelles la narration dans un rôle? Ou une narration, raconter, faire un documentaire et raconter... Non, je sais pas, c'est ça que tu appelles narration? Oui, non, j'avais rien de précis en tête. Je pensais plus à... Il y a bien évidemment qu'il y a des scènes qui sont plus difficiles à jouer que d'autres. Oui. On est d'accord. C'est un fait, mais est-ce que ces scènes difficiles sont plus... nourrissantes, gratifiantes et nourrissantes, effectivement? Ah bah oui, quand tu as fini la scène et puis que tu as vu que tu avais fait bien ton boulot, tu es content. Oui. Bah on y est quand même, voilà. C'est ça que tu voulais entendre? Absolument, oui, madame. Je suis contente. Quand j'ai bien fait mon taf et que c'était dur, je suis contente. Ah oui, bah oui, quand même. Ah oui, bien oui. sûr, bien sûr. Bon, j'ai vu que tu avais joué dans SOS Fantôme, Fantôme contre Fantôme, Casper. Il y a une récurrente avec les revenants, dirait-on. Crois-tu au paranormal, aux fantômes et aux maisons hantées? Ah, pas du tout. Okay. Not at all. Okay. Bon, ça c'est fait. T'as fait la maman dans les Goonies. Alors ça,
Ça me fait quelque chose. Bah si, mais la maman de Damien Boisseau, mais forcément. Mon petit Damien. Mais oui. Mon petit boubou. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que c'est... Au moment où je dis ça, j'ai des répliques qui défilent dans ma tête. Mais c'est pas possible. Notamment la scène des chips et de la statuette, ceux qui connaissent, voilà. Bref, un truc horrible, de dingue aussi. C'est trop vieux, ça. C'est trop vieux pour moi. 84 ou 5 ? Ah bah alors, non, maintenant. Oui, t'as dormi depuis, c'est ça que tu veux dire. Oui, mais je me suis endormi. Je l'ai vu, mais non, mais je sais plus. Je sais plus tout ça, je sais plus. Je l'ai vu plus de fois que tu ne l'as joué, c'est sûr. Oh, ça c'est sûr. Et il y a un truc de dingue aussi, t'as joué dans La folle histoire de l'espace, plus connue aux États-Unis comme Spaceballs, qui est une parodie loufoque de Star Wars délicieusement débile. C'était quoi ça ? Une parodie de Star Wars délicieusement débile. Qu'est-ce que c'était ? Voilà, donc justement ça répond à ma question. Gardes-tu un souvenir particulier de cette époque ? Des années 80, de cette ascension que t'as vécue, notamment au doublage ? Je vais dire ce que j'ai entendu parce que j'ai écouté Damien. Ouais. Et, enfin, pas tout, mais un peu. On a eu quand même des années de folie en doublage. Ah, donc tu partages ce point de vue. Oh bah, qu'est-ce qu'on a pu se fendre la gueule, mon Dieu. On enregistrait quand même jusqu'à 2h du matin en buvant du champagne et en mangeant des pizzas quand même. Oh là là, je vous envie. Ah non, il y a eu quand même des moments de dinguerie pure. Ça voulait pas dire qu'on faisait mal notre boulot, au contraire. Ah non, ouais, c'est clair. Ah non, Génie Gérard, quand même, ça a été quand même des moments de notre vie intenses. Intenses. C'était un truc familial. C'était un truc familial. Ah bah, c'était familial, c'était fou, quoi. Mais c'était artistique. C'était comme quand tu répètes au théâtre. Tu peux répéter au théâtre une pièce de théâtre jusqu'à 4h du matin, personne ne t'en empêche. Hein. Et on compte pas nos heures, hein. On n'est pas là en train de dire « Oh là là, il est trop tard ». Ah bah non, on y va. Ouais. C'est jouissif, hein, c'est un métier quand même. On t'a pas obligé à faire ce métier quand même. On t'a pas mis le couteau sous la gorge pour être comédien. Pas exagéré quand même. C'est-à-dire, si tu le fais, c'est quand même que t'as foutrement envie de faire ce métier. C'est quand même pas... voilà. Et puis quand tu le fais pas, il y en a qui se foutent en l'air. Hein, faut le savoir aussi. Ouais. Je parle d'une chose très grave là. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui sont suicidés. C'est bien de le dire aussi. Bien sûr. Parce qu'ils ne faisaient plus ce métier. Donc, c'est vital, ce métier. C'est une passion. C'est addictif. C'est addictif, c'est tout ce que tu veux, mais c'est une passion. Pourquoi, moi je suis à la retraite depuis 12 ans, pourquoi je continue ? Pourquoi tu continues ? Je continue parce que j'aime ça. Je continue parce que c'est ma vie, c'est ma passion, parce que je serais triste si je ne faisais plus ça. Et puis que j'ai la chance de pouvoir le faire. Et qu'on m'appelle encore, et que ça continue, et que le jour où ça s'arrêtera, sûrement que je serai triste, mais bon, c'est comme ça. On n'y est pas encore, mais ça peut venir. On a toujours peur que ça s'arrête. On est toujours anxieux que ça s'arrête. Après, il y a des moments où tu es plus fatigué, et où tu sens bien que ton énergie a baissé, mais là, je suis dans une période de ma vie où... Là, je fais beaucoup moins de doublage, mais il y a eu aussi la grève aux États-Unis et tout ça. Et puis, il faut savoir aussi que, ce qui est logique, moi, quand j'ai commencé le doublage, il y avait des gens qui avaient mon âge, maintenant, et qui travaillaient moins qu'avant. C'est évident que, même si vocalement, je n'ai pas la voix d'une femme de 70 ans, on ne va pas particulièrement penser à moi pour me faire jouer dans une série ou dans un téléfilm, une femme qui en a 50, 60, et que je pourrais très bien faire d'ailleurs. Parce que la voix peut très bien, parce que j'ai aussi une voix qui peut s'alléger, je veux dire, ma voix est mon instrument. Je peux continuer à faire des gens plus jeunes que mon âge. Mais personne n'a envie de ça. Il faut laisser la place aux gens qui sont là, et qui ont l'âge des rôles. Est-ce que faire Emma Thompson aussi souvent et régulièrement que ça, est-ce que ça met pas dans la tête des gens, tu ne peux faire que Emma Thompson ? Oh bah, comme Meryl Streep, mais regarde les garçons, alors on va revenir sur les mecs. Ouais. On va reparler des garçons. Ce problème n'existe pas chez les garçons. Il y a des tas de garçons qui ont fait des énormes vedettes, qui font plein d'autres choses à côté. Ah ouais. Non, je pense que c'est simplement parce que... On travaille aussi par groupe. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup maintenant de nouveaux directeurs de plateau. Et beaucoup de gens
jeunes qui te connaissent pas tant que ça, ou qui ont un peu peur de te demander, parce qu'ils se disent, oh bah, si on lui demande de venir faire ça, elle va refuser, ou... Tu vois, il y a peut-être un petit peu de ça. Je sais pas, j'aimais l'idée. Peut-être qu'on se dit, oh bah non, voilà, elle est trop reconnaissable, on va pas la mettre là, et tout ça. C'est faux. C'est faux, parce que y a eu une ou deux fois où vraiment, parce qu'ils me connaissaient bien, où j'ai fait des choses où vraiment, alors là, pour le coup, me prendre était vraiment curieux. Vraiment curieux. C'est-à-dire que je me suis retrouvée face à une comédienne une fois dans une série. C'est Georges Caudron. Ouais. Mon Georges, qui n'est plus parmi nous, qui m'avait mis sur une bonne femme, je te dis pas. Quand je l'ai vu arriver à l'image, je me suis retournée vers Georges. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me fais là? J'ai dit, mais c'est... Il me dit, mais je suis sûre que tu vas le faire. Ah, mais dis-moi, c'est quand même un challenge là. Ah, c'était inimaginable. Alors c'est quoi un challenge pour toi? C'était la voix, tout, le physique, la voix, une crécelle, une sorte de voix, comme ça, elle était comme ça, elle était excitée. Je lui dis, mais attends, Georges, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je lui dis, mais ça, c'est quand même... Il me dit, mais tu vas voir. Ben, je lui dis, bah oui, on va voir, mais vraiment... Eh ben... Alors, verdict? Je l'ai fait. Et il s'est retourné, il me dit, mais je le savais. Mais c'est parce qu'il a la confiance absolue et qu'il ne se pose pas de questions et qu'il sait qu'à un moment donné, et c'est là où je pense, quand on parlait d'atavisme, ce cas Marie a la même chose. Ouais. Mais, et c'est un atout extraordinaire pour le théâtre. C'est-à-dire qu'on est des petits... on est comme des petites boîtes avec des sons. On appuie sur un bouton, puis on te dit, tu fais ce son-là, puis tu fais ce son-là, puis tu fais ce son-là. Et Marie, tu lui dis, tu donnes une intention, elle fait. Elle n'a pas cherché pendant 107 ans à savoir s'il fallait faire quoi que ce soit. Elle te le fait. C'est-à-dire qu'on a l'oreille. Et je pense qu'on n'est pas des enfants de chanteurs lyriques pour rien. On a une sacrée oreille. Et on l'avait depuis toujours. Marie chante très très bien aussi. Ah ouais? Ouais, elle a une très jolie voix. Tiens, je viendrai lui demander de venir chanter. Non, elle a une très jolie voix. Elle a une très très jolie voix. Et puis c'est une musicienne. Elle est musicienne dans l'âme. Donc tout ça fait que on a cette faculté, quand on entend quelque chose, d'un seul coup de rentrer dans le son de ce qu'on a entendu. Et par exemple, avec ce personnage-là, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que je suis rentrée à l'intérieur. C'est ça dont je parlais en tant que difficulté. Tu ne te voyais pas toi-même dans ce rôle-là. Mais du coup, l'ayant fait, est-ce qu'il n'y a pas une plus grande satisfaction, justement, en C'était drôle après, j'ai adoré. Tu vois? C'était sympa. Très sympa. Toi qui as travaillé avec des milliers, non, des millions de réalisateurs, metteurs en scène et DA, quelles sont les méthodes ou styles de direction qui te conviennent le plus? Comment aimes-tu être dirigé? J'aime qu'on me dise des choses. J'aime être dirigé, justement. Parce qu'il y a des gens qui ne te dirigent pas. Hein. Des gens qui te donnent une vague idée des trucs. Moi, j'aime bien qu'on me dise précisément les choses. J'aime bien qu'on me dirige. On te cadre? Ouais. J'aime bien le cadre. J'aime bien qu'on me dirige. Ok. Si tu devais t'écrire le rôle idéal, quel serait-il? Oh ben, j'en sais rien. Tu sais pas? Ah non, pas du tout. Alors là... Non. Okay, je suis désolée. Okay. J'ai pas de rôle idéal. Non. J'ai pas un rôle en particulier que j'aimerais faire. Non. Emma Streep ou Meryl Thompson? Non, j'ai fait des choses au théâtre. On a écrit au théâtre un seul en scène pour moi que j'ai joué et qui était sur Madeleine Béjart, la compagne de Molière. Mais ça avait été écrit pour moi. C'est déjà du sur-mesure, ouais. Et c'était du sur-mesure et c'était merveilleux. C'était merveilleux parce que la personne qui écrivait, c'était une femme et qu'elle me connaissait et que
et qu'elle a réussi à écrire un personnage multiple. Une femme qui était à la fois une comédienne extraordinaire, une femme meurtrie, une jouisseuse de la vie, une femme qui avait connu plein de choses extraordinaires. Madeleine Béjart est un personnage extraordinaire. Voilà. Quand tu précises que l'auteur était une femme, non, il n'y a pas de... Tu le soulignes comme un plus ? Bah oui, parce qu'elle me connaissait bien et que je l'estimais et que cette femme était... Joëlle Garde, pour la nommer, qui est décédée, était professeure à la Sorbonne, spécialiste du XVIIe siècle, une immense... Elle écrivait aussi des romans policiers, c'est ça qui est complètement fou. Elle faisait des choses absolument incroyables, Joëlle. Grand professeur. Et que quand je l'ai connu, c'est un hasard, et que j'ai fait sa connaissance, et que très vite, j'ai eu des rapports assez intimes avec elle, proches, affectueusement. Et un jour, elle m'a dit, je voudrais écrire quelque chose. Alors je lui ai répondu, mais je me suis dit, mais écrire, Joëlle, j'adorerais, mais quoi? Ma vie n'a aucun intérêt. Si on écrit quelque chose, il faut parler du théâtre. Il faut parler de quelque chose qui me concerne directement. Et puis là-dessus, il y a eu une comédienne qui avait lu un livre qui s'appelle Le ballet des incompatibles et qui est en fait l'histoire de Madeleine et de Molière. Et qui un jour me dit, c'est fou, en lisant ce livre, elle ne savait pas du tout qu'il y avait ce projet en cours, mais elle me dit au téléphone, un jour, elle me dit, oh putain Frédé, j'ai lu un livre génial, j'ai pas arrêté de penser à toi en lisant Madeleine. Bon. Là-dessus, j'ai appelé Joëlle et je lui dis, si je te dis Madeleine Béjart, tu me dis quoi? Elle me dit banco. J'écris Madeleine pour toi. Donc voilà, elle m'a écrit ce seul en scène où c'est Madeleine qui se parle à elle-même et qui parle de sa vie, de son amour du théâtre, de son amour de la tragédie et de tout ce qu'elle a abandonné par amour pour Molière et tout ce qu'elle a fait pour lui. Une femme à la fois de pouvoir et de sacrifice. Comme beaucoup de femmes. Ah oui? Là, je vais faire une lecture spectacle sur Madame de Maintenon. Ça s'appelle Les Deux Reines, avec Andrea Ferrer. Tu le fais quand? Tu le fais maintenant? Je le fais à Aix. C'est une pièce de théâtre. J'ai fait une super blague, tu l'as pas eu. J'ai pas vu. Tu le fais maintenant? Non, tu le fais maintenant, pardon, je n'avais pas entendu. Et c'est intéressant parce que c'est une pièce sur la politique et les femmes maintenant. Et il y a un parallèle avec ces deux femmes qui ont été les épouses, l'épouse de Louis XIV, la dernière, Madame de Maintenon, et Madame de Montespan qui a été sa maîtresse, avec qui il a eu beaucoup d'enfants. Et c'est Madame de Maintenon qui a élevé les enfants de la Montespan. Oh. Quand il s'est tourné vers Maintenon et qu'il a foutu en l'air Montespan. Et c'est deux femmes de pouvoir, deux femmes qui ont usé de leur influence dans un siècle où les femmes n'avaient pas tant de pouvoir que ça. C'était des femmes de l'ombre. Mais elles faisaient ce qu'elles voulaient. Et c'est hyper intéressant de voir que parfois on abandonne certaines choses pour être à l'égal des hommes. Mais que les armes des femmes sont des fois beaucoup plus intéressantes à utiliser pour obtenir ce qu'elles veulent. Et pan, dans les dents. Mais non, mais c'est une réalité. Ouais, bah écoute. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas que les revendications actuelles ne sont pas légitimes et nécessaires. Ô combien. On n'est pas encore arrivé au bout du chemin, mais ça commence à prendre tournure. Mais je pense que les enfants de Marie ou les petits-enfants de Marie verront peut-être le bout de tout ça. Mais là, pour l'instant, nous, il y a encore un petit peu de... On est sur la bonne voie? Oui, je pense. Bon. Mais c'est vrai que c'est... Mais il y a des choses qui... Persistent? Oui, non, mais il y a surtout des... Quand je dis qu'il y a des choses qui sont abandonnées parce que... Mais on ne peut pas faire autrement, de toute façon, là, maintenant. On est sur un chemin où il faut aller à foncer, quoi. Il faut y aller, il faut tracer. Ça veut dire quoi, tracer? C'est-à-dire qu'il faut continuer dans cette démarche de revendication. Mais pas forcément vite et fort.
Ah bah non, pas obligatoirement. Ouais, parce que tracer, c'est ce que ça veut dire. Oui. Non, pas obligatoirement. À notre rythme. Comment devient-on un bon orateur ? Un bon orateur ? Oui. Comme tu peux l'être toi. Je suis une bonne oratrice ? Absolument. Tu viens de nous faire 2 bandes-annonces de spectacles, on a envie de les voir là. Ah oui, d'ailleurs, j'ai très 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 bien vendu Madeleine quand je l'ai jouée en Belgique, par exemple. J'ai eu un directeur de théâtre au téléphone. Oh putain, je me suis gagné 12 représentations en un coup de fil. Ce que n'avait pas pu faire la personne qui s'occupait de moi. Bah tiens. Mais non, mais c'est toujours la même chose, Mathieu. C'est parce que je suis, quand je dis passionnée, c'est-à-dire que je suis convaincue de ce que je... Alors, je reviens sur l'idée de carriérisme dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincue pour moi, je suis convaincue du projet. Je comprends. Voilà. C'est-à-dire que je sais parler de quelque chose quand j'y crois. Que je sois dans le coup ou pas dans le coup. C'est ça un bon orateur, quelqu'un de passionné ? Qui croit en ce qu'il dit ? Bah oui, quand même, bordel, oui. Bah oui, vaut mieux quand même. Sur Facebook, tout à l'heure, je sais pas, ce matin, je regardais, il y a quelqu'un qui avait posté, ça n'a pas à voir, mais ça a à voir un peu, parce que je savais pas le sens du mot débattre. Alors, éclaire-nous. En fait, débattre, au Moyen-Âge, c'était ne pas se battre. Ok, ça fait sens. Donc, ça voulait dire que quand tu discutais, t'étais pas là pour te foutre, te heurter à la personne qui était en face de toi. T'étais là pour essayer, au contraire, de comprendre. Chaque partie devait se comprendre et discuter. C'est vrai que le sens est galvaudé, maintenant on pense à l'inverse. C'est-à-dire qu'à maintenant, un débat politique, quand même, à la télé, ça finit vite en pugilat, quand même. Avec les fameux grandes box. Ah oui, ils sont quand même très très vite, ils sont uniquement sur leur longueur d'onde, et puis ils s'écoutent pas, quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui s'écoutent, hein. Ils ont à défendre leur bout de gras, hein. Je crois que c'est le défaut du monde d'aujourd'hui, c'est que les gens ils s'écoutent parlent pas. beaucoup, mais ils s'écoutent n'écoutent pas beaucoup. Oui. Pas beaucoup. Non, ils s'écoutent pas beaucoup. Ils sont dans leur... Ouais. Qu'est-ce que ta vie d'artiste a apporté à ta vie personnelle, ton jardin intérieur ? Beaucoup de choses. L'un ne va pas sans l'autre, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. D'abord, je pense que la vie est parsemée d'embûches. Nous sommes nous-mêmes nos propres embûches. J'avais quelqu'un qui me disait toujours les brigands sont au détour du chemin, m'appelle, mais les brigands, c'est nous-mêmes. On est nos propres brigands. Et je pense qu'on est très doué pour se foutre dans la merde tout seul. Et puis il y a beaucoup de moments pénibles dans l'existence, beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de bonheur et beaucoup d'épreuves. Et je pense que d'être artiste et de faire le métier qu'on fait, c'est une chance extraordinaire dans les moments où ça va pas bien. Je pense que c'est une joie, c'est une source c'est une thérapie. J'allais parler de refuge, mais thérapie, c'est encore mieux. Thérapie, oui, c'est une thérapie. Moi, j'ai fait un travail dans ma vie personnelle. Là, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais j'ai été très perturbée parce que je disais toujours, mais c'est affreux, je ne rêve pas. Alors ça faisait beaucoup rire, parce que tout le monde rêve, évidemment. Mais je n'avais pas de rêve conscient, je me souvenais de rien, jamais. Les premiers temps que tu vas faire un travail, on te dit, vous notez vos rêves, vous marquez bien, machin, tout ce que vous rêvez. Moi, j'étais quand même très à la ramasse avec cette histoire-là. Je ne rêvais de rien, je ne me souvenais de rien, c'était épouvantable. Puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que, en fait, j'avais pas besoin de me souvenir de grand-chose. Les rôles que je jouais, les rôles que je doublais, tes rêves. Les trucs qui se passaient dans ma vie étaient en rapport direct avec ce que j'abordais dans mon travail personnel. Donc tu n'avais pas besoin de... Il y avait une totale synchronicité entre ce que je faisais, parce que j'essayais de délabyrinther de
mon propre petit lac noir, de mon propre univers intérieur, t'es la dame du lac de noir. ma grosse névrose personnelle, comme nous tous, nous avons tous notre névrose. Ouais. Eh ben dites donc, il suffisait que j'aille faire un petit doublage ou une petite pièce de théâtre pour que d'un seul coup je fasse « Ah ben c'est pas croyable ça !» C'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai discuté la semaine dernière. Comment ça se fait? Et de là, Mais c'était incroyable. t'étais purgé. Ben, c'était purgé. Mais c'est Beaucoup de chance. formidable. Beaucoup de oui. chance. Beaucoup de chance. Est-ce que tu as une anecdote de derrière les fagots à nous raconter? Une anecdote? Non. De quoi qu'est-ce? Je sais pas, il y en a plein des anecdotes. Mais je ne sais pas, non, il n'y a rien qui me... Peut-être que quand je vais sortir du studio, je vais dire « Oh, zut, pourquoi je n'ai pas parlé de ça ?» Non, je ne sais pas, des anecdotes... Les anecdotes, en général, c'est vrai que c'est un métier tellement jouissif que, d'une manière générale, on se souvient toujours des gros fous rires, des gros moments. Alors, raconte-nous un fou rire. Ah non, il y en a 40 000, j'en ai pas un en particulier. 40 000, ça va faire beaucoup, là. Non, mais il y en a plein des moments où on est écroulé de rire, que les dessins animés avec Hernandez, Carrel... Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Ils étaient tellement doués, ils improvisaient, ils faisaient tellement de trucs de fous, des fous rires incroyables. Non, on rit beaucoup dans ce métier quand même. C'est pour ça que c'est une thérapie. Ouais. Parce que ça compense quand même tous les moments où tu chiales et où t'es pas bien, quoi. Mm-hmm. Ouais, est-ce qu'on a parlé de ce qui n'allait pas, mais... Non. Parfois, ça va. Non, d'anecdotes en particulier, non, j'en ai pas, là. Là, au moment où je te parle, j'ai rien. Ok, ça marche. Tant pis. Tant pis, Je suis pas déçu. Alors, en conclusion, quelle est ta conception du divertissement? Oh là là. Alors attends, sur quoi tu veux que je... Attends. J'essaie de penser à travers cette question. Non, pense à rien, vraiment. La conception du divertissement, c'est l'évasion. Ok, c'est déjà bien ça. L'évasion, donc un voyage. Ça veut dire, c'est le divertissement, c'est là pour t'apporter une, comment dire, un baume au cœur, pour te faire du bien, à tout point de vue. Sortir d'un spectacle où moi dernièrement j'ai vu dans des genres totalement différents 2 spectacles, un sur un thème grave toute la salle s'est levée d'un seul coup pour applaudir, c'est-à-dire avoir une émotion qui s'est communiquée à toute une salle et qui est un moment de grâce. Et puis j'ai vu un spectacle musical avec un acteur absolument formidable sur un transgenre dans les années 80, un truc qui est une comédie musicale américaine qui a été adaptée et qui se joue et qui, j'espère, va se jouer encore beaucoup, là, qui a été à Avignon et puis qui s'est joué un peu à Paris et puis j'espère que ça va se reprendre, qui s'appelle Edwige, avec Brice Hilleret, et qui est absolument extraordinaire, avec de la musique, avec des musiciens, et qui est aussi enthousiasmant. Tu sors de là, t'es debout. C'est ça le divertissement, c'est être transporté. Non? C'est à toi de me dire. C'est la forme que prend le divertissement chez toi, les spectacles? Mais oui, mais ça peut être aussi dans le bouleversement intérieur. C'est être transporté, être au-delà d'avoir oublié pendant le temps où tu étais là ce qui t'entoure. Aussi bien tes soucis, tes problèmes, que être happé par quelque chose. C'est ça le divertissement. Ça peut être une voix, ça peut être une chanteuse, ça peut être... Donc c'est nous sortir du quotidien. C'est sortir du quotidien. Donc si on applique de la politique, tout à l'heure tu disais peut-être que c'est pas si mal finalement. Au début je pensais que non, puis maintenant peut-être que si on applique de la politique à une mise en scène, un spectacle, ça nous ramène au quotidien. Oui. Est-ce que c'est toujours du divertissement? C'est-à-dire que non, c'est pas du divertissement si ça te ramène à un phénomène social
public. Mais c'est le moment où tu le vis. Alors, c'est peut-être ça. C'est au moment où tu es dans la... Au moment où tu reçois ce qu'on est venu t'apporter, ce qu'un plateau, ou un cinéma, ou une image est venu t'apporter, il y a quand même un moment où tu es hors temps. C'est en sortant que la réflexion revient et que tu peux analyser ce que tu viens de voir. Que ce soit dans le comique. Le comique, bon, c'est différent parce que tu ris, tu t'exploses pendant le spectacle, tu ris tout le temps. Mais quand tu as à penser ou quand tu es ému, c'est en sortant du cinéma ou en sortant de la salle que tu as un temps d'arrêt, que tu digères ce que tu viens de voir et tu te dis même, c'est fortiche là ce que je viens de voir quand même. Puis là, tu vas pouvoir réfléchir. Mais il y a un moment où tu as été happé et où ton esprit s'est focalisé sur ce qu'on t'a présenté. Alors c'est ça que j'appelle moi divertissement, c'est-à-dire que c'est pas obligatoirement dans la gaieté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'a sorti de ton état, de la Frédéric ou de n'importe qui, de Dugenou qui rentre au théâtre ou qui rentre dans une salle de cinéma ou qui rentre dans un plateau, et puis le moment où elle en sort. Voilà, on rentre, et puis il se passe une transformation, ou alors tu t'es fait chier. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité, ça arrive. Bon mot, c'est bien de terminer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est bien de le dire. C'est vrai que ça arrive également, où tu te dis, mais j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent, j'aurais mieux fait d'aller manger un bon couscous. Voilà. Bon, bref. Merci infiniment, Frédéric, pour cet échange. Je me suis régalé. Me too. Oh, pardon. Ah oui, on ne devrait pas le dire. Non. Sans le hashtag, je crois que tu peux encore le dire. On Après, c'est autre chose. Dire. Allez, salut l'artiste. Salut, merci.